Salam alaikum chers élèves, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors au cours de la séance d'aujourd'hui, je poursuis avec les élèves sciences de gestion comptable, leur chapitre mercatique et on aborde la deuxième et dernière partie qui se rapporte bien sûr au mix marketing ou marketing mix. Alors, on découvre donc le contenu déjà de ce mix marketing. Mix du verbe to mix qui veut dire mélanger. Donc là, l'entreprise, elle doit élaborer un dosage et un mélange des quatre paramètres, d'accord, qui vont constituer tout simplement son plan marchéage. On peut parler également de 4P. 4P, pourquoi? Parce que leur nomination anglaise commence par la lettre P. Product pour la politique de produit, price pour la politique de prix, promotion pour la politique de communication et place pour la politique de distribution. D'accord? Donc, pour l'entreprise, finalement, c'est une manière d'élaborer une action sur le marché. D'accord? On parle également d'action commerciale qui vise tout simplement la satisfaction des clients qui permettra automatiquement une optimisation des ventes du produit et donc une rentabilité maximale pour l'entreprise. Et on commence par la politique de produit à travers laquelle l'entreprise cherche à répondre à la question quel est le produit à fabriquer. Alors, par produit, on évoque tout simplement soit un bien, soit un service qui est vendu par l'entreprise sous un nom qui va automatiquement révéler ou caractériser son état et sa qualité. Donc, le produit en lui-même, il est souvent accompagné de plusieurs caractéristiques qu'on peut vous demander dans le texte d'examen d'identifier. Alors, première caractéristique, c'est le conditionnement. Et on parle du contenant du produit et d'emballage. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Le contenant, c'est le premier conditionnement du produit et l'emballage, c'est le deuxième conditionnement du produit. Si je prends l'exemple d'une boîte de thé, généralement le thé, il est emballé déjà dans un sachet, d'accord? C'est donc le contenant, d'accord? C'est le conditionnement premier. Et puis, le sachet lui-même, il est emballé dans une boîte en carton, d'accord? Qui constitue le deuxième conditionnement, nommé aussi emballage. Alors, premier contenant et deuxième contenant, les deux, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, le packaging. C'est un terme que vous pouvez retrouver sur vos textes d'examen. Alors, quelle est l'importance du conditionnement pour le produit? Donc, quel est l'intérêt du packaging global? Premièrement, il offre une protection à ce dernier. Deuxièmement, c'est une identité personnalisée parce que on reconnaît le produit déjà à travers son emballage, d'accord? Et troisièmement, ça permet de distinguer le produit de celui des concurrents. Alors, deuxième caractéristique, c'est donc la stylique ou design. Par stylique, on évoque tout simplement l'aspect esthétique favorisant la vente des produits. Donc, il y a jamaliyat al-mantouj. Alors, cette stylique, c'est ce qu'on appelle le vendeur silencieux, d'accord? Donc, déjà, sa beauté va inciter à l'achat du produit. Alors, troisième caractéristique, c'est la marque. Et donc là, on doit attribuer au produit un nom, d'accord, pour le faire connaître. On doit bien sûr penser à un logo. Le logo, c'est le graphisme, bien sûr, d'identité du produit. Et là, je vous donne l'exemple du cheval pour la Banque Populaire, du losange, par exemple, pour la marque de voiture Renault, et ainsi de suite. Également, on doit penser à une couleur, peut-être à un dessin. Parfois, c'est le tout, d'accord? Donc, la marque, globalement, c'est un signe distinctif qui va permettre, encore une fois, d'identifier le produit et de créer de la valeur parce que c'est le signe qui va permettre au client de reconnaître le produit et de favoriser l'achat du produit, encore une fois, par rapport aux marques des autres concurrents. On termine par la gamme du produit. Cette gamme, elle représente bien sûr l'ensemble des
des produits de l'entreprise qui sont commercialisés sous le même nom. Et là, si j'évoque par exemple Pantene, d'accord? Donc on dispose du shampoing, de l'après-shampoing et du masque, par exemple. Donc on prend les 3 produits. Alors chaque produit constitue une famille de la gamme. Et les 3 produits représentent la largeur de la gamme. Alors lorsqu'on évoque la profondeur, c'est que chaque famille de produits sera constituée de plusieurs modèles. C'est-à-dire, pour le shampoing, on va retrouver plusieurs types de shampoing, à savoir shampoing pour cheveux secs, pour cheveux normaux, pour cheveux colorés. Même principe pour l'après-shampoing et même principe encore pour les masques. Donc, la largeur, c'est le nombre de familles de produits et la profondeur, c'est le nombre de modèles de chaque famille de produits. On termine par la structure de la gamme et cette fois-ci, on parle de rapport qualité-prix du produit. Déjà, il y a ce qu'on appelle le bas de gamme ou bien l'entrée de gamme. Et dans ce cas, le rapport qualité-prix, il est minime. Donc, qualité minime et prix bas. Le milieu de gamme, c'est un rapport qualité-prix moyen. Et le haut de gamme, c'est un rapport qualité-prix élevé. Donc, qualité supérieure et prix, bien sûr, conséquent. Alors, toujours dans la politique de produit, on parle de l'objectif plutôt de la diversification de la gamme. Pourquoi l'entreprise cherche à élargir sa gamme et à la diversifier? Et donc, premièrement, c'est pour cibler plusieurs segments. Alors, essayez de mémoriser ces objectifs parce que la question peut figurer sur votre examen. Donc, ça va permettre de cibler plusieurs segments de clients pour lesquels l'entreprise va proposer des produits adaptés bien sûr à leurs besoins, donc à la demande. Ça permet à l'entreprise de se différencier de sa concurrence, de développer un portefeuille client et de réduire le risque commercial lié à un seul segment. Donc finalement, la gamme en tant que telle, elle répond à ce qu'on a appelé dans la dernière séance la segmentation du marché. C'est parce que l'entreprise a segmenté, a découpé son marché en plusieurs segments, en plusieurs groupes homogènes de clients, qu'elle a dû proposer toute une gamme de produits pour satisfaire chaque segment. Dernier élément de la politique de produit, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie du produit. Et là, c'est la durée de vie de chaque produit qui est constituée de 4 phases. C'est ce qu'on a déjà expliqué lors de l'analyse concurrentielle. Je vous laisse quand même le lien si vous voulez reprendre un petit peu le détail de ce concept. Donc, on retrouve 4 phases: lancement, croissance, maturité, déclin. Alors, sur la courbe, bien sûr, de représentation, remarquez qu'il y a 2 axes, donc chiffre d'affaires et l'échelle de temps. La courbe, elle représente tout simplement l'évolution du chiffre d'affaires, donc l'évolution des ventes. Lorsque le produit est en phase de lancement, on remarque que les ventes sont encore minimes, d'accord, parce que le produit cherche à se faire une place sur le marché. Lorsque la courbe commence à évoluer, donc le produit entre en phase de croissance. Lorsque les ventes se stabilisent, c'est la phase de maturité ou phase de stagnation. Et lorsque les ventes commencent à chuter, donc le produit entre en phase de déclin. Ceci dit, mettez-vous en tête qu'il y a une phase avant-première, celle de la recherche et développement, lorsque le produit, bien sûr, est en phase de projet. Donc maintenant, l'entreprise doit intervenir au cas où le produit arrive à ce point-là, c'est-à-dire c'est la fin de la stagnation, de la maturité et c'est le début du déclin. L'entreprise ne peut pas et ne doit pas laisser le produit, bien sûr, tomber dans une phase de déclin parce que la suite, c'est un retrait du marché, d'accord? Donc, en quelque sorte, elle doit sauver son produit. Et là, son intervention va se faire de manière à agir soit sur l'aspect intérieur ou extérieur du produit. Sur l'aspect extérieur, donc elle va essayer de modifier son conditionnement, sa stylique, donc elle agit sur les caractéristiques externes, comme
elle peut agir sur les caractéristiques internes et cette fois-ci, elle va intégrer de nouveaux composants dans le produit. Sur ce, elle va essayer de relancer le produit vers un nouveau cycle de vie, donc une nouvelle courbe d'évolution des ventes. Et on parle d'une phase de relancement d'un FNP. FNP, ce n'est qu'un faux nouveau produit. Et l'objectif du relancement du FNP, c'est tout simplement le prolongement de la durée de vie du produit en cas de besoin, c'est-à-dire au cas où on remarque que le produit entre dans une phase de difficulté. Alors, si c'est compris pour la politique de produit, on passe à la politique de prix. Et cette fois-ci, l'entreprise se pose la question à quel prix le produit sera vendu. Donc, le prix, c'est une contrepartie monétaire du produit qui est déterminé selon un trio. Le coût de revient, la demande ou la concurrence. Alors, si le prix est déterminé selon le coût de revient, dans ce cas, il est calculé de manière à rentabiliser, bien sûr, la charge de production et à assurer une marge bénéficiaire pour l'entreprise. S'il est déterminé d'après la demande, cette fois-ci, l'entreprise devra calculer la variation de la demande par rapport à la variation de son prix de vente pour reconnaître un petit peu le niveau de la demande exprimée sur le marché et comment cette demande peut être influencée par l'augmentation ou la baisse du prix. Troisièmement, c'est la concurrence. L'entreprise, dans ce cas, va déterminer le prix selon le régime du marché. D'accord? Est-ce qu'elle est en situation de monopole, d'oligopole ou de concurrence? D'accord? Et deuxièmement, selon sa position par rapport à ses concurrents. Et bien sur la base de l'analyse de ces trois composants, le coût, la demande et la concurrence, l'entreprise va pouvoir élaborer sa politique de prix. Et là, elle a le choix entre trois politiques. Soit une politique d'écrémage dans laquelle le prix de vente du produit sera supérieur à la concurrence, et bien sûr, la qualité doit être en rapport avec le prix à chaque fois. La politique d'alignement dans laquelle l'entreprise va pratiquer des prix alignés, donc égal à la concurrence. Et troisièmement, la politique de pénétration dans le cas où l'entreprise va pratiquer des prix inférieurs, cette fois-ci, à la concurrence. Donc, l'entreprise va chercher à casser les prix sur le marché et pratiquer ce qu'on appelle les prix agressifs ou bien on peut vous parler également de politique d'agressivité. Alors, ce qui nous reste à évoquer concernant la politique de prix, c'est donc l'intérêt des différentes politiques pour l'entreprise. Alors, la politique d'écrémage, elle va favoriser une bonne image de marque pour l'entreprise et elle va dégager une marge bénéficiaire importante parce que le prix de vente est élevé. Alors, à ce niveau, on peut parler de ce qu'on appelle la stratégie de différenciation, là où la qualité est supérieure, là où l'entreprise va innover pour lancer de nouveaux produits avec une qualité supérieure et bien sûr un prix conséquent. Deuxième politique pour l'alignement, cette fois-ci, l'entreprise cherche à minimiser la concurrence puisqu'elle va pratiquer les mêmes prix que ses concurrents et donc essayer de rentabiliser au maximum la vente de ses produits. Pour la politique de pénétration, eh bien, l'entreprise cherche à assurer une couverture maximale du marché, ce qui va, encore une fois, générer une forte rentabilité. Et là, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle la stratégie de domination par les coûts. Rappelez-vous que l'entreprise, dans cette stratégie, va pratiquer des prix compétitifs, donc des prix bas par rapport à ses concurrents. Donc, on parle tout simplement de la pénétration du marché. Alors, on enchaîne maintenant avec la politique de communication, là où l'entreprise cherche à répondre à la question comment informer le client du produit à vendre. Parce que ça ne sert à rien d'investir dans la production d'un produit alors que les clients ne savent même pas que ce produit existe. Donc, c'est une communication commerciale qui se concrétise par un échange et une circulation d'informations avec les clients. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour susciter leur intérêt vers le produit et les pousser ensuite à l'acte d'achat et dans un troisième niveau,
on cherche tout simplement à les fidéliser, donc à les rendre fidèles à la marque de notre entreprise. On commence par la publicité. C'est ce qu'on appelle une stratégie pull, dans un sens anglophone, qui signifie tout simplement réaliser des actions pour attirer le client vers le produit, pour animer les points de vente, pour informer sur les caractéristiques du produit et surtout à persuader le client d'acheter le produit. Les différents moyens possibles pour faire passer une publicité, donc comme vous le savez déjà, il y a la télévision, la radio, le cinéma, la presse, l'Internet, l'affichage aussi, et ce qui est nouveau comme technique et comme moyen de publicité, c'est ce qu'on appelle les flash mobs. Qu'est-ce que les flash mobs? Eh bien, ce sont des rassemblements dans un lieu précis qui sont préparés pour créer une animation sur place et faire passer pas mal d'informations, bien sûr, aux clients. Je vous propose donc un exemple de flash mob à la fin de la vidéo qu'on va pouvoir analyser ensemble. Alors, les objectifs de la publicité, c'est donc d'abord un développement de la part de marché, parce que le produit sera connu dans un large public, et deuxièmement, une augmentation automatique de la rentabilité. Alors, pour ce qui est de la promotion des ventes, cette fois-ci, c'est une stratégie push, et donc par signification anglophone, c'est le fait de pousser le produit vers le client à travers les réductions de prix, les tombolas, les stands de dégustation et ainsi de suite. Sachez quand même que cette promotion des ventes, elle peut se faire vis-à-vis des clients ou vis-à-vis de nos distributeurs également, pour les motiver bien sûr à assurer la meilleure distribution possible du produit sur le marché. Alors, les objectifs de la promotion des ventes, c'est donc premièrement vider les stocks, parce que le fait de baisser le prix va pousser le client à acheter bien sûr en quantité élevée. Ça va permettre de fidéliser les clients grâce toujours à cette promotion, à cette période de solde et ainsi de suite, chose qui va améliorer notre chiffre d'affaires. Alors, troisième technique de la communication, c'est donc les relations publiques. Et là, l'entreprise cherche tout simplement à entretenir et à développer de bonnes relations avec son marché et globalement avec son environnement. Les deux possibilités existantes, c'est d'abord la technique sponsoring ou parrainage. À ce niveau, l'entreprise va participer au financement d'une manifestation culturelle ou sportive, d'accord? Ou bien le mécénat, à travers lequel l'entreprise va participer cette fois-ci au financement d'une activité ou d'une action à intérêt général, donc à intérêt sociétal. Et c'est l'équivalent de ce qu'on a appelé déjà en stratégie la finalité sociétale. Alors, on peut vous demander sur le texte d'examen d'abord d'identifier la technique utilisée et puis de citer, par exemple, l'intérêt ou l'avantage de chaque technique. Alors, pour le sponsoring, ça va permettre d'améliorer la notoriété de l'entreprise, chose qui va assurer une forte rentabilité. Pour ce qui est du mécénat, ça permet une amélioration cette fois-ci de l'image de marque de l'entreprise, celle de l'entreprise citoyenne, c'est la même chose que la finalité sociétale, et donc de donner à l'entreprise le titre d'institution ou de fondation aussi. Alors, ceci va élargir à terme son parc clientèle et ça va permettre une rentabilité en arrière-plan. Alors, lorsqu'on parle de publicité, de relations publiques et de promotion des ventes, c'est ce qu'on appelle le mix promotionnel. Donc, à ce niveau, on doit faire la distinction entre mix marketing et mix promotionnel. Alors, pour le mix marketing, c'est les 4 P. Politique de prix, de produits, de communication et de distribution. Mais lorsqu'on parle du mix promotionnel, on évoque tout simplement les techniques promotionnelles de la politique de communication, à savoir, par récapitulation, la publicité, la promotion des ventes et les relations publiques, que ce soit sponsoring ou mécénat.
Et donc, pour ce qui est du mix promotionnel, on va récapituler en quelque sorte les limites globalement. Rappelez-vous que depuis tout à l'heure, je ne fais que vous donner les avantages et l'intérêt de chaque technique. Alors maintenant, pour ce qui est des limites, elles sont communes. D'accord? Que ce soit pour la publicité, pour la promotion des ventes ou pour les relations publiques, on parle déjà du coût des actions promotionnelles qui est toujours élevé. D'accord? Deuxièmement, le risque d'imitation des actions par les concurrents. Et troisièmement, la nécessité d'innovation dans ces actions promotionnelles, la nécessité de variété continue pour maintenir, bien sûr, sa position sur le marché. Donc, on termine les 4 P par la politique de distribution. Et là, l'entreprise répond à la question comment faire parvenir le produit à vendre au client, donc au consommateur final. Eh bien, la distribution, par définition, c'est l'ensemble des opérations qui vont permettre à un produit qui sort de l'appareil de production d'atteindre ou d'arriver au consommateur final au bon moment, c'est-à-dire au moment où il en a besoin, au bon endroit, c'est-à-dire à proximité du client, en quantité suffisante, surtout avec l'assortiment désiré, ça veut dire avec le large choix possible de produits dans les points de vente. Alors à ce niveau, on peut vous poser la question sur les circuits de distribution ou les canaux de distribution. D'abord, on parle du canal ou du circuit très court ou direct. Cette fois-ci, il n'y a aucun intermédiaire entre producteur et consommateur, donc la vente se fait directement de l'entreprise au client ou au consommateur final. Alors le deuxième circuit, c'est le circuit court. Et cette fois-ci, il y a un intermédiaire entre producteur et consommateur, c'est le détaillant, qui peut être une épicerie, une laiterie, un dépositaire, ce qui fait qu'on retrouve donc sur le schéma producteur, détaillant, consommateur. Dans le troisième circuit, qu'on peut nommer classique, traditionnel ou lent, cette fois-ci, entre producteur et consommateur, on va retrouver différents distributeurs, à savoir le grossiste et parfois même le semi-grossiste, et puis le détaillant pour faire parvenir finalement le produit au consommateur. Le quatrième circuit, c'est ce qu'on appelle le circuit moderne ou intégré. Donc cette fois-ci, l'intermédiaire entre producteurs et consommateurs, ce sont les grandes et moyennes surfaces, donc supermarchés, supérettes et ainsi de suite. Et lorsque l'entreprise fait distribuer son produit dans les différents circuits, alors là, on parle de ce qu'on appelle le multi-circuit. C'est tout simplement, comme on vient de dire, le passage du produit dans les différents circuits possibles. Alors, à ce niveau, il faut quand même connaître les différents critères du choix de circuit pour l'entreprise. C'est-à-dire que le choix, il doit vraiment être bien étudié. Alors, premièrement, ça va dépendre des caractéristiques même du produit. C'est-à-dire, pour un produit facilement périssable, il ne peut pas être distribué dans un circuit lent. Donc, le circuit doit être le plus court possible pour sauvegarder la qualité et la fraîcheur du produit. Deuxièmement, des habitudes d'achat des consommateurs, donc les points de vente que le consommateur préfère, et ça, on va le connaître déjà à travers les études de marché, d'accord? Du coût du circuit pour l'entreprise, de la nature du produit et finalement des caractéristiques du marché. Alors, dernier point à aborder, et c'est d'ailleurs une autre question qui peut figurer sur votre examen concernant les politiques cette fois-ci de distribution. On retrouve la politique exclusive, sélective ou intensive. Alors, lorsqu'on parle de politique exclusive, eh bien, cette fois-ci, la distribution de produits, elle est restreinte ou limitée à un seul point de vente. D'accord? Pourquoi le choix de cette politique? Eh bien, tout simplement pour sauvegarder une bonne image de marque de l'entreprise et du produit, bien sûr, et d'assurer l'exclusivité du détaillant. Par contre, pour l'entreprise, le marché reste limité.
et ça nécessite une forte différenciation pour donner au produit l'image de l'exclusivité. Alors, pour ce qui est de la distribution sélective, cette fois-ci, le produit sera distribué dans quelques points de vente. Donc, c'est un réseau bien sélectionné par l'entreprise. L'objectif, toujours, c'est la sauvegarde de l'image de marque et le contrôle du réseau de distribution. Mais la limite reste la part de marché qui est limitée. Pour la politique de distribution intensive, cette fois-ci, le produit sera distribué dans le plus grand nombre de points de vente possible. L'objectif recherché, c'est la couverture du marché qui devra générer une forte rentabilité pour l'entreprise. Ça n'empêche qu'elle doit penser au coût de distribution qui sera élevé, de la nécessité de production de masse pour pouvoir vraiment couvrir le marché, et finalement, la difficulté de contrôler le réseau de distribution sur le marché. Voilà pour les 4 P qu'on a appelé Mix Marketing. Alors, comme promis, je vous présente le flash mob dont je vous ai parlé au niveau de la publicité. C'est une petite vidéo qu'on va essayer d'analyser ensemble. Donc, suspense total dans un lieu public, c'est Morocco Mall. Il y a une animation sur place, d'accord? Il y a un rassemblement de public. Bien sûr, le produit, il n'est pas encore présenté, donc je vous laisse quand même un petit suspense à vous aussi pour découvrir le produit. Donc voilà l'entrée des musiciens, des personnages ou d'acteurs populaires, connus déjà. Remarquez qu'il y a une couleur, bien sûr, apparente, c'est le rouge. Essayez de réfléchir au produit. Si vous l'avez reconnu à cet instant-là, mettez-moi la réponse dans vos commentaires. Suspense total. Le public se rassemble de plus en plus. On attend toujours qu'est-ce qu'on va découvrir. Il y a des personnes qui filment la scène déjà. Remarquez combien de personnes va filmer et combien de personnes va partager. Donc, c'est une publicité énorme pour la marque. La musique, elle est déjà connue dans la publicité du produit qu'on cherche à présenter. J'espère que vous l'avez reconnu. Donc, les gens ne connaissent pas encore ce qu'on cherche à leur présenter. Ça n'empêche que le contexte populaire crée de la joie, que du bonheur pour tout le monde. Il y a des affiches de part et d'autre du produit, j'espère que vous les avez remarquées. La couleur, elle est très évoquante aussi. L'emblème de la marque vient d'apparaître. Donc, c'est le produit fromage vache qui rit. Voilà, donc la mascotte du produit est présente. Ça fait plaisir aux petits comme aux grands. Et là, on va distribuer même des ballons aux petits enfants en blanc et en rouge, c'est-à-dire dans les couleurs du produit. Voilà, là on intègre même le public présent au spectacle. Tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Donc c'est une scène vraiment qui sera mémorable pour tout le monde. Et pensez, même si on n'arrive pas à filmer, combien de personnes va raconter la scène. Donc voilà, ça c'est un exemple de flash mob juste pour avoir une idée du concept. Sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. Soyez au rendez-vous pour la prochaine séance. D'ici là, dumtum fi ri'ayatillah wa ila al-liqa.